Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo. Comme chaque semaine, je décrypte l'actualité tech à destination des entreprises, les meilleurs logiciels, des tests produits, les dernières actus, de l'intelligence artificielle et de l'IA et de l'AI, ce que vous voulez. Croyez-moi ou non, moi aussi j'en ai un petit peu marre de parler d'intelligence artificielle. Il n'y a que ça en ce moment. Honnêtement, dès qu'on voit une news paraître, même si on pourrait penser que ça va parler d'autre chose, il y a toujours de l'IA qui se cache. Les éditeurs veulent tous leur morceau d'IA, chacun y va de sa petite annonce, parfois marketing. Parfois, ça apporte réellement des choses en plus, mais c'est souvent des effets d'annonce. Malheureusement, j'essaie de décrypter tout ça, et vous allez voir que cette semaine, il y a encore eu pas mal de choses. On attaque tout de suite avec un rapport qui a été publié par Slack et Salesforce. On sait que Salesforce a racheté Slack, donc ça n'a pas loupé. Ils ont publié un rapport ensemble qui met en évidence des chiffres assez intéressants sur l'intelligence artificielle, notamment au bureau, et on voit tout de suite que 93% des employés de bureau n'ont pas confiance dans l'IA, et que seulement 15% estiment être assez formés pour l'utiliser. C'est-à-dire qu'à la fois, on en entend parler partout, mais dans la réalité du terrain, les gens regardent ça d'un œil un peu inquiet et d'un œil un peu défiant, avec beaucoup de méfiance. Donc il va falloir trouver des solutions pour réussir justement à redonner la confiance dans l'intelligence artificielle. Je peux le comprendre, honnêtement, quand on pose des questions à un agent conversationnel, ChatGPT ou autre, quand il sait pas, il nous répond quand même et complètement à côté. On l'a vu aussi récemment avec Google Overview, qui est le nouveau moteur de recherche, enfin la nouvelle façon de rechercher sur le web d'après Google. On voit qu'il se plante complètement sur pas mal de choses, et plutôt que de dire je ne sais pas, j'ai pas trouvé, je te sors une liste de liens, ou je ne sais pas, j'ai pas trouvé, va voir ces articles, il essaye quand même de répondre. Je sais pas c'est quoi cette tendance de vouloir à tout prix satisfaire l'utilisateur qui pose des prompts, et justement ça fait une transition toute faite vers l'annonce que Google a faite, qui est un outil pour le moment expérimental qui s'appelle Google Notebook LM. C'est sorti hier, au moment où vous écoutez ce podcast. Enfin, au moment où vous écoutez ce podcast, j'en sais rien. Mais en tout cas, au moment où il sort, c'est sorti, l'annonce de Google a été faite hier. Donc jeudi 6 juin, ce sera plus simple, comme ça tout le monde se situe. Il s'agit de Notebook LM, un outil donc Google en version expérimentale. Et la grosse différence, et pourquoi ça va changer les choses, parce que cet outil-là se base uniquement sur des sources de données qu'on lui aura données pour nous apporter des réponses. Comment ça se passe? Vous vous connectez à Notebook LM, vous voulez créer un nouveau chat. Avant de pouvoir interagir avec lui, il va vous demander où est-ce qu'il doit aller chercher l'information. Sur un fichier PDF, sur une page web, sur un fichier Google Drive, sur un texte copier-coller que vous auriez pu faire, ou un fichier texte. Vous allez pouvoir créer vous-même votre source de données personnalisée avec plusieurs éléments. Moi j'ai fait des exemples avec plusieurs fichiers PDF très techniques, et il a toujours répondu en s'appuyant uniquement sur les données qui étaient présentes sur les fichiers. Il essaye pas d'inventer des réponses quand il les a pas, il se base uniquement sur ce qu'on lui donne. Et c'est ça qui fait toute la différence avec les ChatGPT et compagnie, c'est qu'il n'invente pas de réponses, et vous êtes sûr d'avoir des données fiables en fonction des fichiers que vous lui avez donnés. Si vous lui donnez des fichiers qui sont pas fiables, il vous apparaîtra des réponses pas fiables. Il se basera uniquement sur ce qu'on lui donne. Et après, c'est un outil classique de prise de notes, d'un agent conversationnel classique tel qu'on peut le connaître avec ChatGPT ou autre, Gemini. C'est qu'avec quelques fonctionnalités en plus orientées sur la prise de notes, vous allez pouvoir lui poser des questions, vous allez pouvoir épingler les réponses dans des notes pour les retrouver plus facilement. Rien de révolutionnaire en soi sur la façon de dialoguer, mais l'approche pour moi différenciante, c'est le fait qu'il s'appuie uniquement sur des données qui sont validées, en tout cas celles que vous lui avez données, quoi qu'il se passe. Autre actualité, toujours en lien avec l'intelligence artificielle, je vous dis qu'il n'y a que ça en ce moment, honnêtement. J'essaye de trouver des choses qui se passent autre que de l'intelligence artificielle, mais honnêtement, il y a toujours un lien qui recoupe vers ces informations-là. On verra si ça continue d'être aussi trendy ou si c'est juste une bulle qui va éclater. Ça n'enlèverait pas le concept, ça n'enlèverait pas la techno derrière. La techno est là, elle est installée, il y a des utilisateurs, mais peut-être que toute cette hype et toute cette trend qu'ont les sites ou même les éditeurs à publier des choses autour de l'IA va se calmer, on verra. En tout cas, je relate ce qu'il se passe, et en ce moment, ce qu'il se passe, c'est de l'IA. Tout ça pour dire que j'ai pu tester l'appli ChatGPT pour macOS, pas en avant-première parce qu'elle est disponible à peu près partout, mais tout le monde ne l'a pas, donc j'ai fait un petit test en vidéo. On a pu tester les discussions vocales avec ChatGPT, c'est pas encore parfait, on voit qu'il y a quelques latences, quelques hésitations, mais c'est prometteur de pouvoir interagir de façon omnicanale, le fameux O de GPT-4O Omni, qui permet d'interagir à l'oral, en vidéo, en photo. Donc l'application est d'ores et déjà disponible, essayez de la télécharger, essayez de la télécharger. Si elle n'est pas disponible dans votre chat lorsque vous ouvrez ChatGPT, c'est qu'a priori vous n'êtes pas encore éligible. Donc même si vous la téléchargez de votre côté, vous ne pourrez pas l'ouvrir, il vous dira que vous n'y avez pas encore accès. Voilà.
voilà, tout simplement. Mais c'est plutôt une bonne appli, et le fait que ça soit sur ordinateur, c'est quand même plutôt cool. On évite de copier-coller des fichiers ou des images quand on a besoin d'interagir avec le chat GPT sur des images. Il peut directement regarder l'ordinateur avec des copies d'écran. Vous pouvez vous prendre en photo, il va analyser le contexte. Bon, après sur un ordinateur, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce qu'à part se prendre nous-mêmes en photo avec la webcam, on va pas pouvoir lui montrer grand-chose d'autre, mais ce sera disponible sur l'appli mobile, on pourra se filmer, etc. Donc c'est un pas vers l'accessibilité, et ça montre surtout que ChatGPT veut rendre l'intelligence artificielle un peu inévitable au quotidien. Ils veulent réduire toutes les frictions d'utilisation qu'on a pu connaître et rendre en fait l'accès à ChatGPT et à l'intelligence artificielle encore plus simple, ce qui fait que les utilisateurs l'utiliseront plus facilement et auront plus en plus de mal à s'en passer, parce que ChatGPT, contrairement à d'autres modèles, repose sur un modèle premium, donc il faut payer un abonnement pour y avoir accès. Il y a une version gratuite mais limitée, donc le fait de ne plus pouvoir se passer de ChatGPT, c'est plutôt bénéfique pour eux parce que ça va éviter le churn, le taux d'attrition, donc le fait que les utilisateurs au bout d'un moment résilient puisqu'ils n'y voient plus d'intérêt. Si c'est présent partout, tout le temps, au quotidien, on a plus de mal à s'en passer derrière. C'est un petit peu ce que je vois et les manœuvres de ChatGPT en ce moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a cette semaine? J'ai pu tester aussi ConvertKit, je vais passer rapidement là-dessus. C'est plutôt destiné à la créateur économie. C'est un outil qui permet d'envoyer des campagnes d'email et de monétiser son audience. C'est pas trop destiné aux entreprises qui créent du contenu, mais plutôt à la créateur économie. C'est quoi la différence entre les deux? Les entreprises qui créent du contenu pour trouver des prospects ne gagnent pas d'argent avec ce contenu-là. C'est un vecteur, un intermédiaire pour leur permettre de faire du business grâce aux prospects que ça va dénicher. A l'inverse, la créateur économie vit de son contenu. Si un créateur de contenu qui fait partie de la créateur économie publie une newsletter, c'est pour la vendre, c'est pas pour se faire connaître et trouver des prospects derrière. Donc c'est plutôt un outil ConvertKit destiné justement à cette créateur économie, assez puissant, assez poussé, parfois un peu brouillon, parfois un peu fouillis. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, quelques petites informations comme ça, un peu snacking en vrac. Pipedrive a sorti une fonctionnalité d'automatisation en fonction d'une date. C'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps si vous êtes utilisateur de Pipedrive ou si vous hésitez, je vais réussir à parler, à utiliser Pipedrive. Et bien désormais, on a la possibilité de déclencher des actions qui se basent sur l'atteinte d'une date. Exemple, vous avez votre base de prospects avec leur date anniversaire à l'intérieur. Vous voulez que le jour de leur anniversaire, un email leur soit envoyé pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Désormais, c'est possible. Ça ne l'était pas jusqu'à présent. Autre exemple, vous gérez vos contrats de réabonnement dans Pipedrive avec des affaires et une date de réabonnement. Vous allez pouvoir envoyer 30 jours avant la date anniversaire du contrat un email à votre client lui disant que son contrat allait être renouvelé. S'il avait besoin d'infos, qu'il allait pouvoir nous appeler. Voilà, deux usages un petit peu que j'ai trouvé. Pareil, j'ai fait une petite vidéo. Tout le détail est aussi dans la newsletter de cette semaine. N'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, on a vu pareil dans le petit snacking que les espaces Google Chat, donc c'est des espaces de discussion, se dotaient d'une adresse mail. Donc on allait pouvoir désormais interagir avec des espaces Google en leur transférant des emails, en leur écrivant pour qu'ils historisent en fait l'email dans la conversation. Google Chat, c'est un peu l'équivalent d'un Slack ou d'un Discord avec les espaces et des groupes de discussion. On a vu aussi une grosse annonce, mais c'est pas encore disponible, qui a été faite lors du Google I.O. 2024. C'est le fait qu'il y a un assistant à l'intérieur de chaque espace qui va vous répondre en fonction des questions que vous lui posez, fort du contenu qui sera disponible dans l'espace. C'est toujours pareil, on essaye de fiabiliser un petit peu l'intelligence artificielle du côté de Google en ce moment, et c'est plutôt un bon move, je trouve, parce que avec toutes ces stats dont je vous ai parlé, avec la défiance des utilisateurs, et on se rend bien compte que parfois il invente, on a besoin de recouper les sources. Le fait de se baser uniquement sur des données qui sont tangibles, sans aller voir ailleurs ce qu'il a appris dans les modèles classiques, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Toujours dans les chats, une petite information snacking que j'ai pas mis dans la newsletter mais que je vais peut-être rajouter, c'est le fait de pouvoir rejoindre un espace Google Chat. C'est exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Google Chat, c'est des espaces de discussion, et c'est le fait de pouvoir rejoindre ces espaces-là avec un lien public. Avant, il fallait que les membres ou les administrateurs d'un espace Google Chat invite les membres un par un, donc on ne pouvait pas du tout l'utiliser comme un outil de gestion de communauté. Désormais, vous avez un lien public, les gens peuvent rejoindre Google Chat directement en passant par ce lien-là. Quelques problèmes malgré tout, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un voudra rejoindre l'espace Google Chat public, il faudra qu'il soit accepté manuellement par un membre ou un administrateur de l'espace qui est déjà présent. Et deuxième chose, si on invite quelqu'un avec un lien, si la personne rejoint un client, quelqu'un de la communauté, veut rejoindre l'espace Google Chat et qu'il n'a
pas de compte Google, comment ça va se passer? S'il utilise Office 365 par exemple dans son entreprise, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce qu'il va devoir créer un compte Google? Est-ce que ça va lui proposer de créer un compte Gmail? Est-ce qu'il va pouvoir créer un compte Google Chat avec son adresse Office 365? C'est pas encore précis, donc en l'état, pour créer une communauté, il n'y a rien de mieux que Discord. Pourquoi pas Slack, même si on sait que Discord c'est mieux, mais si vous n'avez pas envie d'être connoté avec le monde du gaming, utilisez plutôt Slack. Même si Discord est plus puissant, je le répète, hein, un outil c'est des fonctionnalités, peu importe l'image qu'il a, on se l'approprie un peu comme on veut. C'est assez simple, c'est très puissant. J'ai aucune action dans Discord, hein, je vous dis ça vraiment parce que j'ai pu tester les deux. Donc voilà, pour le moment, pour créer une communauté, je conseille plutôt Discord. Voilà, c'était les news de la semaine. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si vous l'écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast, n'hésitez pas à aller mettre une petite note. Si vous le regardez sur YouTube en vidéo, parce qu'il est aussi disponible sur YouTube en vidéo, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Je partage le meilleur de la tech à destination des entreprises chaque semaine à travers un site et des vidéos. Je vous dis à très vite.